Et si la RDC était en train de perdre la guerre, non pas sur le terrain, mais dans la communication? Alors que les États-Unis envisagent une implication plus directe et que la pression monte autour du Rwanda, la stratégie médiatique de Kinshasa semble floue. Communication défensive. Message répétitif. Absence de narration forte. Dans un conflit moderne, celui qui contrôle le récit contrôle souvent l'issue. Analysons ensemble ce qui se joue réellement. Like et abonne-toi pour ne rien manquer des enjeux stratégiques en Afrique. Mais aujourd'hui, quand je vois la communication du gouvernement de la RDC, on est plutôt dans une communication défensive. Une communication cacophonique, incohérente. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le gouvernement n'attend que le Rwanda, seulement le Rwanda fait une déclaration pour dire que voilà, nous attaquons la RDC parce qu'on veut protéger les Banyamulenge, parce qu'il y a des FDLR, etc. Et là, tu vois le ministre de la Communication venir, oui, le Rwanda dit ça, il y a des FDLR, c'est un faux débat. Il dit ce que tout le monde sait déjà. Alors que là, on a vraiment des opportunités. Le président Trump, je me rappelle, il avait dit que si vous voulez que nous, on puisse intervenir, il faut que le peuple de la République démocratique du Congo se lève à ce moment-là. Nous, on peut légitimer notre intervention. Mais la communication, rien. Aujourd'hui, moi, j'aurais été à la place du ministre de la Communication. Ça veut dire, si même un oiseau tombe à l'est, c'est le Rwanda. S'il y a un insecte qui tombe à l'est, c'est toujours le Rwanda. Il faut être dans une communication offensive. Vous voyez le Rwanda. Qu'est-ce qui a fait la force du Rwanda aujourd'hui? C'est la communication. Aujourd'hui, le Rwanda a réussi à inculquer dans la tête de tout le monde une espèce de culpabilité, de pitié à cause du génocide. Ce qui a fait que le Rwanda ait joué pendant un moment d'une espèce d'immunité, en fait. Et aujourd'hui, on a une catastrophe humanitaire à l'Est. Le ministre de la Communication, il ne communique même pas il ne met pas en avant ce côté, je dirais, trop grave même de ce qui se passe. Il ne dit pas, on ne sait pas si les gens meurent ou pas, on ne sait pas. Lui, il vient seulement répondre aux élucubrations du Rwanda. Oui, ils ont dit que les FDL, mais ça, tout le monde le sait. Mais je pense à l'époque du président Kabila, il y avait un très bon ministre de la Communication. Je ne sais pas si... Lambert Mende. Voilà. Je pense que M. Mouyaya, je ne suis pas contre lui. Il ferait un bon communicant, un bon porte-parole du gouvernement en période normale, mais pas en période de crise. En période de crise, il faut une communication, il faut saisir des opportunités. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a un accord de sécurité imminent qui arrive. Hein. Voilà, qui arrive. Dadilou Diram, qui vient du Congo. Voilà, bonjour Dadilou. Mets ça en avant. Cherche quels sont les éléments qui peuvent là dissuader non seulement le Rwanda, mais des pays tout autour. Parce qu'il faut savoir que le président Tshisekedi s'est battu non seulement contre le Rwanda, mais avec tous les pays en fait qui soutenaient le Rwanda, y compris même au départ les États-Unis. Et aujourd'hui, il arrive quand même à créer quelque chose que je pourrais dire d'innommable depuis 32 ans. Mais le gouvernement ne communique pas, la communication cacophonique, beaucoup d'incohérences. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Bon, ces gens-là sont payés quand même pour faire le job. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ont besoin de savoir que les FDLR sont venus après le génocide, machin. On s'en fout de ça. Ça, tout le monde sait déjà. Aujourd'hui, communique-nous sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Dis-nous ce qui se passe sur le terrain. Il y a même des forces armées congolaises, les FARDC, et accompagnés des Ouazalendo, qui sont en train de récupérer des localités. Je ne sais même pas si le gouvernement est au courant qu'ils récupèrent des localités. Au quotidien, effectivement. Oui, je ne sais même pas si le gouvernement est au courant de tout cela. Pardonnez ma colère, mais quand même, parce qu'on est quand même indexé, pointé du doigt, comme qu'on est financé par le gouvernement, alors que nous mettons la main dans notre poche pour aider ceux qui... les victimes. Surtout vous donner de votre temps pour éclairer les Congolais et les Congolais. C'est énervant d'entendre ça. Ce qui se passe, et c'est déjà plus grand qu'autre chose. Donc il y a des gens qui sont payés pour ça. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup, M. Carlyle. Voilà, on parlait de ce rapprochement imminent sur le volet sécurité entre Washington et Kinshasa. Vous qui êtes, je dirais, au cœur du pouvoir, quelles sont les informations que vous avez? Je pense que les sujets que vous mettez sur la table sur la possibilité de l'intervention, on va dire, américaine sur les terrains des hostilités,
je pense que c'est une option, tout le monde le sait, c'est une option qui n'était pas à écarter. D'autant plus qu'au-delà des accords économiques, il y a aussi un accord qui a été signé, notamment sur les renforcements des capacités de nos forces armées de sécurité. Mais il y a également toute assistance technique en termes militaires qui a été conclu, en fait, on va dire dans cet accord, on va dire militaire avec les Américains. Mais rappelez-vous que le président de la République avait fixé les caps pour dire qu'il ne devrait pas y avoir des opérations économiques qui débuteraient notamment dans le cadre de cet accord économique sans qu'il y ait la paix. Et donc aujourd'hui, les Américains veulent passer à une étape supérieure, c'est-à-dire à l'opérationnalisation, à la concrétisation de ces accords. Donald Trump, récemment encore, a annoncé l'arrivée imminente des entreprises américaines sur les sols congolais. À partir de ce moment-là, je pense que la pression aujourd'hui, elle est plutôt dans le camp des Américains parce que les entreprises américaines sont demandeurs d'arriver sur les sols congolais pour pouvoir commencer. Donc, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'était pas illusoire de croire que les Américains resteraient comme ça pour attendre que la paix tombe du ciel. Et pour préciser, Dadi, pour vous aller compléter, mais j'ai appris que le vice-président, J.D. Vance, avait récupéré personnellement le dossier. Donc, il passe même des coups de fil à Kigali pour avertir aussi, donc pour montrer que les États-Unis sont vraiment... Ça aussi, c'est pas un secret. Nous avons appris par plus d'une fois que les vice-présidents américains ont eu directement des échanges avec les présidents rwandais Paul Kagame. Ici, il faut tout simplement que la communauté internationale, que l'opinion internationale sache qu'on arrivera, en tout cas, incessamment, on va arriver au fait que les Américains entrent effectivement en danse sur les terrains des opérations. Parce que il me semble qu'à ces jours, il y a quand même pas mal d'échanges au niveau des informations entre l'armée congolaise et l'Africom. Ce n'est pas un secret que l'Africom était à Kinshasa. Il y a eu des séances de travail avec l'état-major général de l'armée. Et je pense que tout ça n'est pas anodin. Seulement que les choses se feront étape par étape. Mais nous arriverons forcément à cette étape-là où finalement les Américains, par le fait qu'ils ont aujourd'hui les soucis, mais de vouloir rendre opérationnel l'accord économique avec la présence des entreprises américaines sur le terrain et que la RDC ait conditionné les débuts de ces opérations par la paix vérifiable, la paix que tout le monde peut palper du doigt. Je pense que cet aspect des choses est inévitable. Ça, c'est la première chose, M. Carlyle. La deuxième chose, aujourd'hui, comme le disait mon frère Ben Litter, c'est qu'aujourd'hui, sur les terrains, les peuples congolais ne demandent que ça. Parce qu'à un certain moment, les Congolais, les Quinois, se disent, mais OK, on a signé avec les Américains, mais sur terrain, qu'adviendra-t-il? Donc, aujourd'hui, ce n'est plus les gouvernements congolais simplement qui est demandeur, mais le peuple est demandeur du fait que les Américains doivent effectivement entrer en danse pour que la paix... Mais pourtant, certains se plaignent, attention, d'un risque d'atteinte au principe de souveraineté sur les ressources naturelles congolaises. Ah non. Certains de votre classe politique se plaignent de ce risque. Oui, mais d'accord, ceux qui se plaignent de ces risques, ceux qui se plaignent de ces risques, ce sont ceux qui sont à la recherche des positionnements. Ce sont ceux qui sont dans une entreprise de diabolisation, au fait, on va dire, de ces processus partenariaux qui existent entre les Américains et la République démocratique du Congo. L'accord est public. Tout le monde a accès à cet accord. Dans cet accord, point n'est question de pouvoir brader, en fait, on va dire, la souveraineté des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Monsieur Carlyle, ces ressources naturelles ont existé depuis la nuit des temps, avant l'indépendance et après l'indépendance. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut réfléchir sur la nécessité de faire en sorte que ces ressources naturelles profitent bien aux Congolaises et aux Congolais et au Congo. Donc si ce n'était pas avec les Américains, ça aurait été avec les Turcs, ça aurait été avec les Israéliens. En tout cas, à un moment donné de la vie de la République démocratique du Congo, les accords devraient bien exister avec tel ou tel autre État pour pouvoir exploiter ces minerais de sorte à ce que ça profite au développement et à l'émergence de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'il y a eu un accord qu'on a à un certain moment qualifié de l'accord du siècle. L'accord qui a été signé entre Kabila et la Chine. Et cet accord
accord qui a été valorisé ou révalorisé, si vous voulez, par Félix Tshisekedi, qui nous a ramené autour des 6-7 milliards de dollars aujourd'hui qui sont en train d'être investis dans les infrastructures. Vous suivez la construction des universités en République démocratique du Congo, vous suivez aujourd'hui un projet immense, notamment dans la construction des infrastructures aéroportuaires, et des routes. Donc, c'est justement la révalorisation de ces contrats qui, aujourd'hui, a permis ou permet cette révolution au niveau des infrastructures. Donc, il y a déjà un accord qui a existé. Et jusqu'à preuve du contraire, la Chine, les Chinois, sont en République démocratique du Congo. La troisième chose qu'il faut souligner, c'est que l'accord qui a été signé avec les Américains n'est pas un accord exclusif. N'est pas un accord exclusif. Vous avez suivi que récemment, les présidents de la République étaient dans les pays du Golfe pour, encore une fois de plus, signer des accords. Donc, il n'y a pas de... Penses-tu que l'intervention américaine serait une solution ou un risque pour la souveraineté du Congo? Écris ton avis en commentaire.